Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. La vague d'agressions qui se multiplie en France inquiète les Français semaine après semaine. La situation contraint-elle le gouvernement à prendre des mesures particulières à l'entrée des établissements scolaires? Nous serons dans quelques instants avec Vosges TV qui nous a permis d'assister à la manière dont un contrôle dans une école est mené par les forces de police qui pratiquent des fouilles inopinées. Vous le verrez dans un instant. Des arnaques de faux dépanneurs, un fléau qui s'amplifie ces derniers mois et que la profession a du mal à endiguer. Vous le verrez, les malfaiteurs sont bien rodés. Explication dans cette édition avec nos partenaires de TBO en Bretagne. Un avion sans bruit ni pollution, une première mondiale. L'unique appareil électrique autorisé à voler dans le monde est présent en France. Et TVR à Rennes a pu monter à bord. Des sensations garanties à surtout ne pas louper. Et puis les amateurs de voitures, vous apprécierez forcément les coccinelles et les combis que vous verrez dans ce reportage en fin de journal. Des modèles mythiques de la marque Volkswagen que de nombreux fans sont venus apprécier lors d'un rendez-vous dans l'Aube. Des véhicules merveilleux que Canal 32 a pu découvrir pour nous. Je vous le disais dans les titres, suite aux agressions qui se multiplient ces derniers mois dans les établissements scolaires, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau souhaite la mise en place de fouilles inopinées. Pourquoi et comment? Vous allez le découvrir. Partons à Épinal, dans les Vosges, où un contrôle a été réalisé à l'entrée d'un lycée. Vosges TV était présent pour nous sur place. Regardez. Parfait, merci. Bonne journée. C'était un accueil plutôt inhabituel pour les élèves du lycée Viviani d'Épinal qui étaient attendus par une quinzaine de policiers pour un contrôle inopiné de leur sac. Une opération de prévention et de communication également qui fait suite aux directives du ministre de l'Intérieur dans un contexte d'agressions qui se sont multipliées dans les établissements scolaires en France. Il s'agit d'une opération de contrôle d'identité et de contrôle de fouille des sacs qui est destinée à rechercher soit la présence d'armes, soit la présence de stupéfiants. Les contrôles sont négatifs, aucun sac ou aucun élève n'a été trouvé porteur de stupéfiants ou d'armes. Quand ils arrivent vers l'établissement et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un contrôle de police à l'entrée, en général, ils savent qu'ils sont porteurs d'armes, donc ils s'en débarrassent, ou alors ils ne rentrent pas, parce qu'on a plusieurs élèves quand même qui ne sont pas rentrés ce matin. Pour la centaine d'élèves qui est rentrée à 8 h, le contrôle s'est passé dans le calme et sans refus de la part des lycéens. Je vois les policiers à l'école qui fouillent mon sac comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu es surprise? Oui. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous êtes surprise d'être fouillée ce matin? Oui, un peu. Cette opération sera amenée à être renouvelée dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Ces dernières années, on a quand même une hausse des faits établissements. On a des paroles qui sont rudes entre élèves, y compris alimenté par un contexte géopolitique, si on prend des faits d'antisémitisme ou de racisme. C'est un type d'opération qui fait partie d'autres opérations de sécurisation, comme les ventes d'alcool à proximité des établissements, comme d'autres opérations, comme on le fait depuis des mois. C'est important pour toute la communauté éducative aussi de travailler sereinement. Chaque semaine, des faits de violence verbale ou physique sont transmis par les établissements vosgiens. Selon les services départementaux de l'éducation nationale, les situations les plus difficiles sont suivies de près. Depuis plusieurs années, le gouvernement développe le système d'alerte par téléphone mobile, un moyen pour les préfectures ou encore les maires d'avertir la population d'un risque technologique ou naturel. Ce système se répand progressivement sur tout le territoire, comme ici en Haute-Marne, vous allez le voir. Reportage de Gaël Bossu pour Puissance Télévisions sur place. Une sonnerie reconnaissable et une notification automatique avec un message d'alerte envoyé sur tous les téléphones portables d'une zone géographique. Ce nouveau système d'alerte à la population permet à la préfecture d'informer rapidement les habitants au sujet d'un risque technologique ou naturel en cours. Face aux crises, l'objectif c'est d'être capable de transmettre une information, une alerte, je dirais, le plus rapidement possible. Et le vecteur portable dans la société actuelle, toute la population est équipée de téléphonie mobile, donc l'objectif c'est de compléter avec une capacité de réaction immédiate. L'objectif c'est que la population apprenne à vivre avec. C'est déjà le cas dans beaucoup de territoires en France et en Outre-mer. C'est dans la petite commune de Briaucourt, au centre du département, qu'a été testé ce dispositif pour la première fois ce vendredi matin. En quelques minutes, 1900 appareils ont été informés de l'exercice.
J'étais en train de passer mon aspirateur et il était 11h30 à peu près et ça s'est mis à sonner. Donc du coup, c'est vrai qu'on est interpellé quand on entend le bruit parce que ça sonne très fort. Mais sinon, après, voilà, on était au courant, donc on avait reçu des messages. C'est une bonne alternative dans le sens où dans nos petites communes, on n'a pas le système d'alarme, d'alerte des grandes villes. Ça évite aussi aux élus de devoir faire tout le tour du village pour informer la centaine d'habitants des risques encourus. Lors de ce premier test, environ 1 téléphone sur 5 n'a pas reçu le message d'alerte, soit par échec, soit parce qu'il était éteint ou hors ligne. De nouvelles simulations auront lieu dans l'année pour affiner encore un peu plus ce nouveau dispositif. Et puis toujours dans l'actualité, les démarches par de faux dépanneurs se multiplient partout en France. Les malfaiteurs arrivent avant le dépanneur mandaté par l'assurance et le client paye des sommes astronomiques. Voilà l'escroquerie. Exemple dans le Finistère avec TBO, Maëlle Delmure. Là, ce qu'on va faire ce matin, c'est appeler votre assistance pour avoir les prises en charge pour le remorquage. Remorquer des véhicules, voici le quotidien de cette entreprise proche de Quimper. Pourtant, depuis plusieurs mois, cette entreprise dénonce des dérives comme l'apparition d'usurpateurs. C'est une annonce qui est passée sur le Bon Coin avec notre nom de société, notre numéro de SIRET. Et donc, quelqu'un a usurpé en fait l'identité de l'entreprise et s'est amusé à faire du remorquage. C'est en région parisienne, avec un prix très attractif, quand on voit, 25 €. Pour Eric, le mari d'Elisabeth, ces arnaques sont un danger. C'est vrai que ça arrive plus fréquemment, quelquefois sur les 4 voies, comme sur le réseau secondaire. On arrive, il n'y a plus de véhicules, hein, ça c'est clair. Ils récupèrent un véhicule sur une 4 voies, ils ne sont pas protégés, donc il peut arriver n'importe quoi. Mais bon, non, c'est à la course du véhicule, quoi. Pour trouver les véhicules en panne, les faux dépanneurs utilisent l'application Waze, une pratique utilisée également par certains professionnels, selon Dominique Tanguy. Vous avez un véhicule arrêté sur le bas-côté, donc on peut supposer en tant que professionnel qu'il est en panne. Je peux missionner un de mes dépanneurs pour aller voir. S'il peut prendre la voiture, mais on n'a pas été appelé en fait. Là, on appelle ça du maraudage. C'est trop facile, si vous imaginez, tous les dépanneurs commencent à faire ça dans le Finistère. On s'en sort plus, c'est le premier qui arrive, quoi. Les faux dépannages ne sont pas pris en charge par les assurances, alors pour éviter de tomber dans le panneau, il y a des réflexes à avoir. Quand ils appellent leur assistance, ils reçoivent automatiquement soit le numéro de dossier ou un SMS avec l'entreprise qui intervient. Donc s'ils ont le nom de l'entreprise, bien vérifier que c'est bien cette entreprise-là qui vient, qui s'arrête sur le lieu de panne ou d'accident, ou bien vérifier le numéro de dossier. Autre solution, se méfier des camions ou des professionnels n'ayant aucune inscription, nom ou numéro de téléphone. Il peut s'agir d'entreprises malhonnêtes. Vous l'avez remarqué, les beaux jours reviennent de plus en plus tôt. Pour le plus grand bonheur des baigneurs, certaines plages sont prises d'assaut dès le mois d'avril. Ce qui pousse certaines municipalités à ouvrir les postes de secours un peu plus tôt que prévu. C'est le cas à Lacanau, en Gironde, avec ses belles plages. Vous allez le voir, reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Tristan Lambert. Même si elle n'est qu'à 14 petits degrés, certains courageux se mettent à l'eau. Sous l'œil avisé des maîtres nageurs. Vu les dangers qu'il y a ici, c'est rassurant. En plus, ils sont sympathiques, ils sont là, ils sont à l'affût, ils surveillent bien. C'est vraiment un bonheur de les voir là plus tôt. Moi, je ne me baigne que si c'est surveillé. C'est des côtes girondines, il y a beaucoup de baïnes, on le sait, tous les ans, il y a des noyades. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi de me sentir en sécurité. Une surveillance qui a commencé plus tôt que d'habitude cette année à Lacanau. 8 maîtres nageurs sont mobilisés chaque jour de midi à 18h30 pour assurer la sécurité des baigneurs sur la plage. On fait un peu plus attention au mois d'avril et au mois de mai parce qu'on est pour l'instant le seul poste qui est ouvert, le poste de la centrale. Donc on doit surveiller ce qui se passe au sud et au nord. Or qu'à partir de mi-juin, les autres postes ouvrent. Donc peut-être une vigilance plus grande sur l'ensemble de la plage. En juillet et août, 5 zones seront surveillées, réparties autour de 4 postes de secours. Mais pourquoi ouvrir une zone de baignade si tôt dans l'année ? La fréquentation. Sur les années précédentes, on s'est rendu compte que sur des belles journées du mois de mai, on a énormément de fréquentation sur ces périodes-là. Et ça permet de garantir une sécurité sur les baigneurs. L'an dernier, 200 sauvetages ont été réalisés sur la plage de Lacanau pour 0 décès. Concernant le dispositif de secours, il se tiendra jusqu'à début octobre.
Voilà, et les beaux jours participent également à la prolifération des sargasses, un groupe d'algues flottantes. Ces herbes des mers sont très présentes aux Antilles, cependant elles présentent des risques importants pour la santé humaine, les espèces marines aussi et surtout des nuisances visuelles et olfactives pour le tourisme, ce qui pose des problèmes pour les commerçants en front de mer notamment. Reportage de Via ATV en Martinique. Comme chaque matin, Mathieu prépare son restaurant pour le service du midi. Situé sur le bord de mer du Robert, il fait face aux sargasses, mais surtout à leur odeur. On prend régulièrement les odeurs le matin quand on arrive, des fois le soir aussi. C'est pas régulièrement ramassé comme il devrait être. On voit des fois ils font le ramassage aussi sur l'eau, mais c'est pas assez régulier. Des fois on ressent aussi des problèmes de mal de tête qu'on a sur le corps, on le ressent sur nous. Et ce qu'on aurait aimé, c'est avoir une solution pour éradiquer ce mal. Des affaires qui tournent moins et une odeur persistante qui dérange. Toujours sur le bord de mer, cette supérette est également située en face des sargasses. Mais ici, un détail fait qu'aucun parfum nauséabond ne pénètre dans le magasin. Parce qu'on travaille plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc finalement, les sargasses n'ont pas plus que ça. Malgré l'odeur, les commerçants du marché sont bien présents eux aussi, un peu plus éloignés des sargasses. Leur nez est tout de même chatouillé sur la place principale de la commune. Certains d'entre eux nous confient s'y être habitués, comme Romuald. Personnellement, oui, puisque l'odeur n'est pas très supportable à certains moments dans la journée. Mais on s'y accommode par habitude. Sur le bord de mer, oui, je pense qu'ils sont fortement pénalisés, surtout les restaurateurs, puisque les clients sont amenés à venir s'asseoir et déjeuner au dîner et ne peuvent pas par rapport à cela. Et malheureusement pour ces commerçants robertains, la situation ne risque pas de s'arranger. Madininer annonce des taux d'émissions d'hydrogène sulfuré élevés, voire très élevés comme au Robert ou encore au Vauclin. On sait, le changement climatique va s'intensifier dans les prochaines années, ce qui pousse à repenser l'architecture de nos bâtiments et surtout à adapter les villes au réchauffement. La Biennale d'architecture de Versailles tente d'apporter des réponses concrètes sur le sujet. Écoutons des spécialistes au micro de TV78 dans les Yvelines. On ne pense plus la ville de la même façon. On veut que les villes soient plus vertes, on veut que les bâtiments soient plus économes de l'énergie. À travers cette biennale d'architecture et de paysage qui en fait toute l'originalité, c'est marier ces deux approches. Par exemple à Arles, où on a réalisé la transformation d'un site ferroviaire, d'une friche industrielle, on a baissé la température ressentie de 20 degrés par la plantation de 80 000 plantes. Du coup, on sait scientifiquement que c'est possible de produire des microclimats. En France, les bureaux de poste font face à la forte baisse du courrier, une situation préoccupante qui oblige la Poste à se réinventer, vous allez le voir. Parmi ces nouveautés, vous pouvez notamment vous offrir un vélo de facteur. Reconditionner ces engins vous offriront le même confort. Présentation avec LMTV de Sarthe, Anthony Piton. Il a sillonné les rues et déposé des milliers de lettres. Aujourd'hui, ce vélo de facteur à assistance électrique attend une seconde vie. La Poste du Mans République le met en vente. Son prix, 1 490 €. Une opération nationale de la Poste qui revend 1 millier de vélos électriques. Des biclous reconditionnés avec 70% de pièces recyclées et disponibles en différents coloris, sauf le jaune. Le vélo du coup n'est pas jaune, c'est pour éviter que des personnes puissent prendre l'identité du facteur et puissent abuser en fait de ce lien. Mais l'engin est robuste et a bien toutes les caractéristiques du vélo type de votre facteur. Imaginez que le facteur il est quand même entre 4 et 6 heures par jour sur le vélo. Donc il faut un engin qui soit un vélo qui soit léger, fonctionnel, robuste et il ne faut pas que le facteur ne soit non plus usé par une tournée avec un vélo qui ne soit pas assisté par exemple. Jusqu'ici, les vélos des facteurs étaient mis au rebut après 5 ans d'utilisation. Au Mans, l'opération a été lancée début avril. Et c'est un ancien de la Poste qui s'est porté acquéreur de la toute première bicyclette. C'est un ancien facteur, tout à fait, oui, qui avait d'ailleurs œuvré pour la mise en place de vélos électriques il y a quelques années déjà. Sitôt qu'il a entendu parler de cela donc dans les médias, il a accouru au bureau de poste, tout à fait. Alors si vous avez toujours rêvé d'être facteur, rendez-vous au bureau de poste du Mans République. L'avantage avec ce vélo, vous n'aurez pas besoin de livrer le courrier. Un avion sans bruit ni pollution, y croyez-vous vraiment? On y rêverait? Eh bien, figurez-vous que cet avion électrique existe.
En escale en Ille-et-Vilaine, notre partenaire TVR a pu monter à bord. Sensation plus que garantie, regardez. Une prise de courant suffit pour refaire le plein du Pipistrel Velis Electro, le seul modèle d'avion électrique autorisé à voler dans le monde. Depuis l'aéroport de Rennes et le parking de l'Aéroclub, la société Erscol propose des vols d'initiation avec cette propulsion électrique qui change la donne. On est plaqué au siège, on a des inclinaisons qui sont fortes, donc on va monter très vite, très fort, avec un bruit minimum, puisque à part le vent sur la cellule qui fait un peu de bruit évidemment, on a très peu de bruit sur cet avion qui fait 60 décibels contre 82, 84 pour un avion thermique, donc on est 14 fois moins bruyant en fait. Vous avez vu, hein, finalement, l'avion, on met quelques interrupteurs en marche et ça y est, c'est parti. La puissance qui arrive tout de suite. Avec cette nouvelle technologie se pose la question de la sécurité d'un avion électrique qui a une autonomie en vol de 45 minutes seulement. C'est 2 batteries dans l'avion, 2 batteries identiques et similaires qui sont utilisées simultanément en fait, au cours de l'évolution et du vol. Si une batterie tombe en rideau, et ben on a la deuxième qui est suffisante pour assurer, pour prendre le relais et aller atterrir. On n'est pas loin du planeur, donc j'allais dire même sans moteur, un pilote confirmé peut ramener l'avion en toute sécurité. Erscol est aussi une école de formation au pilotage en licence privée qui consiste en 45 heures de vol, dont les 2 tiers sont réalisables en électrique. À noter donc le prix d'un vol d'initiation en avion électrique, le rêve d'Icar en bas carbone, c'est 165 € les 30 minutes. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque une nouvelle édition du magazine Le Point, consacrée à Montpellier, une édition locale. Ce nouveau numéro propose un large focus sur le volet médical de la ville. La métropole montpelliéraine participe grandement aux avancées, aux innovations et à la bascule vers l'intelligence artificielle. Cette édition spéciale du Point est bien sûr à retrouver dès jeudi dans vos kiosques. Retrouvez également l'édition nationale du Point consacrée au nouveau pape Léon XIV, un numéro sur le pape d'un nouveau monde, comme l'indique Le Point. C'est un papier d'ailleurs de Jérôme Cordelier, le spécialiste religieux du Point. Un excellent papier. Tout autre chose maintenant, en France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de nourriture perdues ou jetées chaque année. C'est considérable et de nombreuses initiatives voient le jour pour lutter contre ce phénomène, comme Limite Gaspille, un concept qui brade des produits à très bas prix dans des distributeurs automatiques. Écoutons la créatrice de ce concept et des consommateurs au micro de Via Occitanie. L'idée, elle m'est venue pendant la Covid. Il faut savoir que nous, nos distributeurs automatiques ont été quand même arrêtés. Pour notre société, on a eu moins 90% de chiffre d'affaires. Et lorsqu'on a pu réaccéder aux distributeurs, la plupart de nos produits étaient à date dépassée. Et donc on a jeté des palettes et des palettes entières. Là concrètement on a des prix qui sont 50% plus bas. Donc grossièrement on peut avoir des canettes qui sont vendues à 1,10 € à 50 centimes et en vrai ça se sent beaucoup sur le budget, surtout en fin de mois. Plus que de l'économie, ça nous permet d'en consommer davantage. Plutôt que de prendre une canette, potentiellement on peut envisager d'en acheter 2, peut-être en offrir à une personne. Cette semaine, c'est Jean-Yves Le Drian qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères a répondu aux questions de nos partenaires, notamment sur la situation de l'Ukraine qu'il connaît bien. Écoutons-le. Il y avait 4 points concernant l'Ukraine qui sont restés les mêmes. Désarmement, annexion des territoires, dénazification et non-appartenance à l'OTAN. C'est la volonté d'élargir l'espace russe, de retrouver l'imesse de l'Empire soviétique. Les Européens se sont remis, et heureusement, dans le jeu, avec cette rencontre de Kiev, avec les 4 leaders qui étaient là-bas, et qu'ils ont proposé la paix, le cessez-le-feu immédiat, sans préalable. Poutine a réagi en disant « je réfléchis, mais il faudra qu'on parle des questions essentielles ». Les questions essentielles, cela revient parfois aux questions principales ou les causes majeures. C'est quoi les causes majeures, les questions essentielles qui reviennent dans chaque communiqué? C'est les 4 points.
Passionnés d'automobile, vous allez adorer ce reportage. Une réunion autour des mythiques coccinelles et combis de la marque Volkswagen a rassemblé près de 200 véhicules. Ça se passe au RICES, dans l'Aube, et notre partenaire Canal 32 a pu découvrir de véritables merveilles. Regardez ça. Rose, rouge, bleu ou encore violette, les coccinelles sont de sortie au RICES. Ce bruit-là à l'échappement avec ce petit qu'on entend là, c'est vraiment typique. Parmi les passionnés présents au 11e meeting Cox Avenue, Jamy est venu exposer son véhicule. Vous avez un modèle 1200 de 1969 qui a été vieilli pour ressembler à un modèle de 1964. Et cette voiture qui a 56 ans maintenant est increvable, elle peut vous faire 1000 km sans problème. J'adore son moteur en fait, son moteur air-cooled, un moteur avec les cylindres à plat, avec un bruit bien spécifique, de tenue de route assez particulière. Enfin voilà, c'est une voiture, il faut absolument monter dedans pour comprendre en fait. Organisé par l'association Cox Avenue, l'événement a pour but de rassembler les passionnés d'anciennes Volkswagen. Au programme, village d'exposants, concerts, balades et animations en tout genre. Plus de 200 véhicules sont exposés. La première conception de la coccinelle, c'est en 1938, donc avant-guerre carrément. Et après, la coccinelle a été produite jusqu'en 2003. Donc elle a vraiment une grande carrière. Elle est connue grâce au cinéma, le côté sympa du véhicule, facile et accessible à tout le monde. Et si les coccinelles sont les stars de la journée, les combis ne sont pas en reste. Nathalie et Ludovic voyagent à bord de leur véhicule tout au long de l'année. On déplie notre banquette et donc voilà, le soir on dort là, on ferme nos petits volets. La choupette Mexico, la choupette voilà, c'est toute notre enfance et puis du coup voilà, ça nous a donné l'envie. Puis en vieillissant on aime bien le confort, donc le combi ça s'est imposé. C'est un ancien véhicule qui faisait du transport scolaire à Sao Paulo. On dort dedans, on fait à peu près 10 000 km par an, c'est nos vacances à l'année. Fondée en 1991, l'association Cox Avenue réunit aujourd'hui une trentaine de membres, tous passionnés par les belles Volkswagen. Ce meeting est organisé une fois tous les 2 ans depuis 2003. Un rassemblement automobile d'un autre genre maintenant, une course de caisse à savon dans les rues de Bastia en Corse. Un événement convivial et surtout très fun qui a vu descendre de sacrés engins créés de toutes pièces par les participants. Écoutons-les justement nous présenter leur véhicule particulier au micro de Télépaésé présent sur place. Un jeu d'équipe en fait, ça nous a permis de nous concentrer sur nous et puis de passer des super bons moments avec toute l'équipe. C'est un châssis de voiture sans permis, après tout le reste c'est de la récup qu'on a récupéré de nos travaux et on a fait quelque chose de cohérent quoi. Alors là il y a eu du travail, hein. Il y a pas mal d'heures, hein. On est parti sur un train avant de quad, on a coupé, après on a pris, tout est entièrement récupéré. On a réussi à faire un bobsleigh mais un peu 4x4. Voilà, et puis maintenant dans ce journal, partons visiter un musée, mais un musée qu'on visite à l'aveugle. C'est le concept proposé par le musée Gravelotte en Moselle. L'établissement retrace la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace par l'Empire allemand. On ne touche plus avec ses yeux, mais bel et bien avec ses mains. Et vous le verrez, les visiteurs perdent leurs moyens. Un reportage de Moselle TV. Je vais deviner ce que c'est. Je vous montrerai après, mais je vois si vous avez une idée ce que ça peut être. Un canon qui lance plusieurs balles. Visite plutôt unique au cœur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte. Privés de leur vue, les visiteurs ont découvert d'une autre manière plusieurs objets de la collection permanente et sortis d'archives. Disons que de les avoir touchés à l'aveugle, ça donne une autre façon de percevoir les choses. C'est vrai que c'est super impressionnant de se dire « je l'ai touché tout à l'heure en vrai ». On a plus le détail et quand on regarde après l'objet, on est plus à regarder vraiment le motif, enfin, ce qu'on a ressenti au toucher. On essaye de le percevoir en fait visuellement. La concentration est de mise. Sans la vue, mieux vaut écouter avec attention les explications des équipes encadrantes. Malgré tout, difficile parfois de deviner les objets entre ses mains. Équipé de gants, le toucher est également différent. Oh, ça c'est bizarre ça. Pour moi, il y a l'imaginaire qui vient contrer un peu la réalité. Le toucher, c'est spécial. J'ai regretté de ne pas pouvoir toucher avec mes mains et d'avoir un gant. Mais il faut respecter les objets, on comprend bien. La visite continue toujours à l'aveugle pour s'attaquer à du plus gros calibre.
une expérience originale proposée par le musée pour la première fois afin de redécouvrir l'histoire de manière ludique. Carton plein pour cette première édition, rendez-vous en octobre pour la deuxième. Et puis pour terminer cette édition, laissez-moi vous présenter l'abbé François-Xavier Brantôme. Prêtre d'un petit village du Gers, il est aussi joueur de rugby. Il distribue les sacrements le dimanche matin et les plaquages l'après-midi. Deux influences autour d'une mission, le sacrifice. Écoutons ce prêtre au micro de notre partenaire de la Dépêche du Midi. La messe, on dit que c'est le sacrifice ou le renouvellement du sacrifice du Christ. Et au rugby, j'ai été très marqué par un entraîneur que j'ai eu à Montréal. À chaque fois qu'on prenait le ballon, qu'on recevait le ballon sur un coup d'envoi, il nous hurlait dessus, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Parce que le rugby, comme c'est un sport où on fait des passes en arrière, on est obligé d'aller au sacrifice. On réserve une prière pour l'avant-match et une autre prière pour après le match. Ben, ça fait partie de confier tout ça au Seigneur. Et puis après, les rituels habituels, je me mets le bandeau autour de la tête, un petit peu de vaseline sur les tempes et sur le reste pour que ça glisse mieux à l'impact. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.